Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un test sur 10 questions pièges qu'on retrouve au code de la route. Donc des questions un peu difficiles, qui sont piégeuses, on n'a pas toujours le temps de bien répondre et c'est un petit peu compliqué. Donc on va les faire ensemble. Alors comme d'habitude, vous connaissez la tactique, je vous lance la question, vous y répondez et ensuite on la corrige ensemble. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Attrapez un papier, un stylo. Et on démarre tout de suite ce nouveau test. C'est parti. Question 1. Pour vendre ma voiture achetée neuve 3 ans auparavant, je dois la présenter au contrôle technique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le contrôle technique, il faut le savoir. Si vous ne savez pas, retenez-le. Donc, le contrôle technique, d'abord, c'est quoi? C'est des points de contrôle sur un véhicule. C'est-à-dire que ça a été rendu obligatoire pour que quand vous achetez une voiture, vous soyez sûr qu'elle soit en état de rouler et qu'il n'y ait pas de défaut majeur qui entraîne un danger pour vous. Donc, c'est plusieurs points de contrôle et à la fin, on vous remet un certificat comme quoi elle honore tous les points de contrôle qui sont déterminés avant. Donc quand on achète un véhicule neuf, on n'a pas besoin de faire de contrôle technique pendant 4 ans. Donc là, ils nous disent qu'on est à 3 ans, on l'a acheté 3 ans auparavant. Pour la vendre, est-ce que je dois présenter un contrôle technique? Non, c'est pas nécessaire. À partir de 4 ans pour tous les véhicules neufs. Ok? Donc est-ce que je dois la présenter au contrôle technique? Non. Réponse B. Question 2. Le risque d'être impliqué dans un accident augmente lorsque je téléphone. En tenant l'appareil à la main? Oui, réponse A. Non, réponse B. En utilisant un kit main libre? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le téléphone. Bon, rapidement, vous avez compris Monsieur Code ce qu'il veut savoir. Il veut voir si vous avez compris que téléphoner en conduisant, c'est dangereux. Que vous ayez un kit main libre ou un téléphone, ça reste dangereux. Pourquoi? Parce que votre attention, elle n'est pas au maximum de ce qu'elle pourrait être. Donc, du coup, c'est pas parce que vous n'avez pas la main sur le téléphone que vous pouvez être plus concentré. Ça dépend de l'intensité de votre coup de fil. Donc le risque d'être impliqué dans un accident, il augmente lorsque je suis au téléphone, oui bien sûr, que je tienne l'appareil à la main ou que j'ai un kit main libre. D'accord? Donc oui et oui. Donc réponse A et C. Rappelez-vous, le téléphone, si vous vous faites attraper, vous avez 4 points en moins. Donc il faut savoir que quand vous êtes jeune conducteur, la première année, vous n'avez que 6 points. Donc si vous vous faites attraper par la police avec le téléphone, c'est déjà 4 points en moins, il vous reste plus que 2. C'est un peu mal barré, donc il faut vraiment essayer d'éviter et d'être concentré là-dessus. Alors, question 3. Question 3. Pendant la première année de ma période probatoire, mon permis de conduire peut être annulé en cas de contrôle positif à un test de dépistage de l'alcool? Oui, réponse A. Non, réponse B. À un test de dépistage de stupéfiants? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ok, alors je vous ai un peu donné la réponse dans la question précédente. Mais la première année de ma période probatoire, mon permis de conduire, est-ce qu'il peut être annulé en cas de contrôle positif d'alcool ou de stupéfiants? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que si vous avez un taux qui est supérieur ou égal à 0,25 mg par litre d'air expiré, ce qui équivaut à 2-3 verres, 2-3 verres en dose bar, c'est-à-dire dans un bar, parce que c'est des doses qui sont contrôlées, eh bien, on vous enlève 6 points. Et la première année, vous avez 6 points. Donc, si on vous enlève les 6 points que vous avez, que ce soit
pour de l'alcool ou pour des stupes, vous n'avez plus de permis et votre permis est annulé. Donc, et pour l'un et pour l'autre, si vous êtes attrapé, vous perdez votre permis et vous revenez nous voir à l'auto-école pour recommencer. Voilà, réponse A et C. Question 4. Pour quitter mon stationnement, j'allume le clignotant immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, une question de situation. Toujours un peu délicate. Donc, on constate quoi? Qu'on est hors agglomération. On est garé sur ce qu'on appelle l'accotement, avec une ligne discontinue, donc il y a un emplacement qui est autorisé. Hein. Hors agglomération, il n'y a pas toujours des trottoirs, mais il y a un petit morceau de terre qui est délimité par une ligne de rive qui nous dit si on peut l'utiliser ou pas. Donc là, pour l'instant, on est bien stationné. Si je quitte mon stationnement, bien sûr, avant, je contrôle dans mon rétroviseur pour pouvoir constater qu'il y a une voiture et deux, un cycliste. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Monsieur Cotte qui veut savoir si vous avez compris à quel moment j'allume mon clignotant. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de ne pas allumer son clignotant et d'attendre que les véhicules soient passés pour y aller. Parce que le clignotant, ça veut dire quoi? Si je mets mon clignotant, ça veut dire attention, je vais m'engager. Donc si vous le mettez tout de suite, même si vous avez vu la voiture et le vélo, vous allez l'induire en erreur. Donc lui, quand il va vous voir mettre le clignotant, il va se dire qu'est-ce qu'il fait? Il va s'engager, il va pas s'engager, du coup il va commencer à ralentir. Vous risquez de le voir ralentir, donc vous dire peut-être qu'il me laisse passer. Et ces situations-là sont dangereuses parce qu'elles sont ambiguës. Donc il faut être très clair sur ce que vous décidez de faire, et notamment lorsque vous voulez dépasser ou sortir d'un stationnement avec des véhicules qui arrivent, pour ne pas les gêner, on va patienter, attendre qu'ils soient passés, et au moment où je vais pouvoir m'engager, là je vais mettre mon clignotant. Donc pour quitter mon stationnement, je n'allume pas mon clignotant immédiatement. Méfiez-vous toujours des tout de suite, immédiatement, obligatoirement, tous ces termes-là qu'il utilise Monsieur Code, il faut souvent se méfier, il y a souvent un truc derrière. Donc non, réponse B. Question 5. Titulaire du seul permis B depuis moins de 2 ans, je peux tracter une caravane d'un PTAC de 700 kg? Oui, réponse A. Non, réponse B. Conduire une moto de moins de 125 cm3? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ah, je sens que c'est compliqué là. Alors, le PTAC. Qu'est-ce que le PTAC? Alors, j'ai 2-3 petites choses à vous montrer qui vont pouvoir vous aider. Alors, le PTAC, c'est un terme qui veut dire le poids total autorisé en charge. C'est-à-dire sur votre véhicule, quel est le poids total que vous pouvez avoir. Donc, on voit ici que tracter une remorque, il y a des règles et des obligations, bien sûr. Une remorque dont le PTAC est supérieur à 500 kg doit posséder une carte grise, un certificat d'immatriculation. Donc là, ça déjà, faut le savoir, parce que dans les types de questions un peu piégeuses, ça sort souvent, Monsieur Code, il les demande. C'est toujours bien de le savoir que on a une remorque supérieure à 500 kg, il faut une carte grise. Ensuite, si la remorque est inférieure à 750 kg, il faut juste avoir le permis B. C'est-à-dire que avec votre permis classique, vous pouvez tracter une remorque, mais il ne faut pas qu'elle soit supérieure à 750. Au-delà de 750 kg, c'est-à-dire la remorque, le poids de la remorque plus votre véhicule, et à ce moment-là, il faut passer des permis supplémentaires, notamment le B96 ou le BE, en fonction du poids. Donc l'idée, vous avez compris, c'est quoi? Le PTAC, c'est de savoir combien pèse votre voiture, combien pèse votre remorque, et de savoir si le poids est autorisé ou pas. Donc inférieur à 750 kg, vous n'avez pas besoin
C'était quoi la question? Je vais vous dire ça. Hop. On va le remettre. Donc, est-ce que je peux tracter une caravane d'un PTAC de 700 kg? Oui, puisque c'est limité à 750 kg pour le permis B. Donc, avec votre permis B, vous pouvez tracter cette caravane, même si vous l'avez depuis moins de 2 ans. Il va essayer de vous influencer un petit peu et de semer le doute chez vous. Donc, hop, le PTAC, on l'a vu. Ensuite, pour les 125, il faut savoir que quand vous avez votre permis B, vous avez la possibilité de conduire un 125 juste avec votre permis. Alors les 125, pour savoir, c'est pas une très très grosse moto. Ça va du petit scooter que vous voyez chez tous les jeunes au scooter un petit peu plus puissant, mais qui nécessite pas de capacité particulière, et avec le permis B uniquement, ça suffit. Donc, si vous êtes titulaire du seul permis B depuis moins de 2 ans, est-ce que je peux tracter une caravane dont le PTAC est de 700 kg? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que c'est supérieur à 750 kg. Et conduire une moto de moins de 125 chevaux, c'est non, réponse D. Donc, A et D. Ok, c'est bon pour vous, vous vous en souviendrez, le PTAC, c'est le poids total en charge, la voiture plus la remorque. Plus de 500 kg, il faut une carte grise. Et en dessous de 750 kg, avec le permis B, vous pouvez tracter votre remorque. Au-delà, il faut des permis complémentaires. Allez, on continue. Question 6. Ma consommation de carburant augmente moins vite que la vitesse? Réponse A. Augmente plus vite que la vitesse? Réponse B. N'augmente pas avec la vitesse? Réponse C. Alors, la consommation de carburant. Donc, est-ce que ça augmente moins vite ou plus vite que la vitesse, ou ça augmente pas du tout avec la vitesse? Bon, forcément, votre véhicule, il est en marche et il roule, et il doit fendre l'air. Il y a une résistance avec l'air, et donc plus il va vite, plus la résistance est importante. Donc, votre consommation de carburant, elle augmente plus vite que la vitesse. C'est-à-dire que plus vous allez accélérer, et plus la voiture va demander d'efforts pour aller plus vite et pour fendre la résistance à l'air. Donc, plus vous accélérez, plus la consommation d'essence est importante pour que vous puissiez atteindre la vitesse. Donc, de manière générale, votre consommation, elle augmente plus vite que la vitesse, puisque plus vous accélérez, plus le moteur envoie du carburant pour atteindre la vitesse que vous souhaitez, et pas l'inverse. Donc là, pour la réponse 6, pour la question 6, c'était la réponse B. Question 7. Si je transporte un passager de moins de 18 ans non attaché, je risque une amende? Oui, réponse A. Non, réponse B. Un retrait de points? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, les enfants, comment on les transporte? Donc, si vous transportez un passager de moins de 18 ans non attaché, qu'est-ce que vous risquez? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vous qui êtes responsable, c'est votre véhicule. Donc, si dans votre véhicule, des gens ne sont pas attachés, ne sont pas bien installés, ou alors si vous avez un enfant et qu'il n'est pas dans un siège homologué, c'est vous le premier responsable, et donc c'est vous qui aurez l'amende, et pas la personne concernée. Donc, pour les enfants, c'est simple, c'est jusqu'à 10 ans. Ok, 10 ans ou 1m35 à peu près. Dès que vous avez dépassé les 10 ans, vous pouvez le mettre devant et vous n'avez plus besoin de siège, de réhausseur ou autre. Alors, il y aura toujours la ceinture de sécurité, ça c'est obligatoire, ça ne change pas. Mais par contre, il n'y a plus besoin d'adaptation particulière. Ok? Donc, qu'est-ce que je risque? Je risque une amende. Par contre, il n'y a pas de retrait de points si vous transportez un
un enfant de moins de 18 ans qui n'est pas attaché ou pas bien installé. Mais vous aurez l'amende. Donc, oui, réponse A. Et ensuite, pour un retrait de points, non, réponse D. A et D. Question 8. Parmi ces facteurs d'accident corporel, les deux principaux sont la fatigue, réponse A, la vitesse excessive, réponse B, l'alcool, réponse C, le mauvais état des véhicules, réponse D. Alors, très intéressant. Donc, l'accidentologie. Donc, parmi ces facteurs d'accident corporel, donc ça veut dire qu'il y a des dégâts corporels, c'est-à-dire humains, il y a des blessés. Les deux principaux sont la fatigue, la vitesse excessive, l'alcool ou le mauvais état des véhicules. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer parce qu'il faut absolument que vous compreniez. Mais déjà, c'est la vitesse excessive et l'alcool. Voilà, dans les accidents corporels, soit ça allait trop vite, tout le temps, il n'y a pas à vous poser la question, soit il y a de l'alcool qui rentre en jeu. Donc quand il y a de l'alcool, forcément, on n'est plus maître de ses émotions, on se surestime, du coup on va plus vite, ou on prend plus de risques, et ensuite ça passe pas. Et la vitesse excessive, il faut le savoir aussi, plus vous allez vite, plus c'est compliqué d'avoir les bons réflexes, et votre visibilité est moins bonne. Je vais vous montrer un petit quelque chose qui va nous aider à comprendre. Donc c'est la perception que l'on a en fonction de la vitesse. Donc on voit bien là que sur l'image de gauche, à 40 km/h, notre vision elle est à peu près de 100 degrés. D'accord? Ça veut dire qu'on voit à peu près l'ensemble de la route. Plus vous augmentez, et plus votre vision elle se rétrécit. D'accord? Ça c'est important, puisque quand vous allez vite, et notamment sur autoroute, c'est pour ça que vous avez 3 voies, que c'est dégagé, parce que plus on va vite, et plus son champ de vision se réduit. On voit ici qu'à 70 km/h, on est à 75%, 75 degrés, pardon. Donc vous voyez là, de ce côté-là, l'image de gauche, on voit les cyclistes, l'image de droite, on les voit déjà un petit peu moins. Ensuite, on peut voir une allure beaucoup plus importante. Donc là, à 100 km/h, si vous êtes au milieu de la rue, vous voyez déjà plus grand chose, et à 130, c'est encore pire. Donc il faut bien comprendre que la vitesse, elle a une influence, et c'est pas rien d'aller vite. Aller vite, c'est une chose, mais surtout, ça va avoir des incidences sur notre perception, et c'est la perception qui fait qu'on prend les bonnes décisions ou pas. Donc, dans les accidents corporels, ne vous trompez pas, c'est toujours la même chose. Soit ça va trop vite, soit il y a de l'alcool, ou stupéfiant. Donc la réponse, c'était la réponse B et la réponse C. Question 9. Quand je roule à 70 km/h au lieu de 50 km/h, la distance d'arrêt est doublée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la distance d'arrêt, c'est un thème qui est important. Je vais vous montrer, alors, pareil, un petit quelque chose qui va vous permettre de comprendre. Donc, la distance d'arrêt. Il faut le savoir parce qu'il y a beaucoup de questions qui tombent là-dessus aussi avec Monsieur Code. Il insiste pas mal dessus. Donc, il faut comprendre de quoi est fait la distance d'arrêt et le temps de réaction. Donc, la distance d'arrêt, c'est le moment où vous voyez l'obstacle et le moment où le véhicule s'arrête. D'accord? Donc, ça comprend tout ça. Donc, dans la distance d'arrêt, vous avez deux éléments qui sont importants, comme vous le voyez là. C'est un, le temps de réaction, et deux, la distance de freinage. Donc le temps de réaction, c'est quoi? C'est quand vous êtes en train de rouler et que vous voyez l'obstacle, c'est le temps que vous mettez à réagir jusqu'à ce que votre pied arrive sur le frein.
D'accord? Ça s'appelle le temps de réaction. Alors le temps de réaction, il n'est pas à peu près pareil pour tous. C'est une moyenne, c'est à peu près 1 seconde. Alors c'est 1 seconde, mais forcément, si vous prenez un champion de Formule 1, lui, il a un temps il a un temps de réaction qui est beaucoup plus court. C'est ce qui fait de lui un champion de Formule 1. Mais la moyenne, ça reste à 1 seconde. Donc, il y a la distance qui est parcourue pendant ce temps de réaction et la distance qui est parcourue pendant ce freinage. Une petite parenthèse très rapide, il y a déjà sur la chaîne d'autres cours là-dessus, mais Monsieur Code vous demande, il vous explique souvent, le temps de réaction, il est influencé par l'être humain, c'est-à-dire que c'est lié à l'homme, à vous en tant que conducteur. Donc, ce qui influence le temps de réaction, c'est le fait que vous soyez fatigué, le fait que vous ayez consommé des stupes ou de l'alcool, le fait que vous soyez un peu étourdi, que vous n'ayez pas fait de pause, etc. En tout cas, ce qui peut faire varier le temps de réaction, et donc le faire augmenter, c'est votre état physique. Par contre, la distance de freinage, elle, c'est lié au véhicule, donc la distance de freinage, elle peut s'allonger si la route est pas bonne, s'il pleut, s'il y a du verglas, s'il y a de la neige, etc. Donc vous voyez que la distance de freinage, c'est l'infrastructure, et le temps de réaction, c'est vous, l'humain. Donc c'est deux choses différentes. Et l'ensemble des deux crée la distance d'arrêt. Donc ça, il faut essayer de le connaître parce que vous risquez vraiment, quand vous passerez votre code, de tomber sur une question comme celle-là. Alors du coup, comment on le calcule? Alors c'est très simple, je vous ai mis 3 petits tableaux à différentes allures. Donc il faut savoir qu'à 50 km, temps de réaction toujours 1 seconde, on va rester sur le soleil, c'est-à-dire en temps normal. Donc pendant le temps de réaction, pendant la seconde là où votre cerveau voit l'obstacle et amène le pied sur le frein, vous avez fait 14 mètres déjà, donc à 50 km/h. Ensuite, entre le moment où vous freinez et le moment où le véhicule s'arrête, vous avez fait 12 mètres. Donc en tout, votre distance d'arrêt, elle est de 26 mètres. Ok? Donc vous vous rendez compte que 50 km/h, ça veut dire qu'il faut regarder loin et beaucoup anticiper. Quand vous arriverez en voiture avec votre moniteur, il vous le répétera vraiment bien souvent. Alors, comment on le calcule? On le calcule de 2 façons. Alors, on voit aussi là, on termine avec le tableau, à 90 km/h, il faut 64 mètres pour s'arrêter, et à 130 km/h, il faut 118 mètres. D'accord? Donc vous voyez le 100 mètres aux Jeux Olympiques, et bien, il faut tout ça, et vous rajoutez encore 18 mètres pour arrêter votre véhicule. C'est pour ça qu'il y a de longues distances à respecter d'espacement avec les véhicules devant et derrière. C'est pour ce type de problème qu'on peut rencontrer, savoir que son véhicule, il ne s'arrête pas en 2 secondes. Donc, quand je roule à 70 km/h au lieu de 50, la distance d'arrêt est doublée. C'est simple, on va calculer la distance d'arrêt. Donc, à 50 km/h, pour calculer la distance d'arrêt, vous prenez le chiffre des dizaines, donc le 5, d'accord, le 5 de 50, que vous multipliez par lui-même. Donc 5 fois 5. Donc à 50 km/h, il vous faut environ 25 mètres. On a vu que sur le tableau, c'était calculé de façon un petit peu plus précise avec les bons calculs, et on est à peu près à 60 mètres. Ensuite, si je roule à 70, le moyen mémotechnique, c'est de prendre toujours le chiffre des dizaines multiplié par lui-même. Donc 7 fois 7, 49. Donc d'un côté à 70 km/h, on met à peu près 50 mètres pour s'arrêter, et à 50 km/h, on en met à peu près 25. Donc 25-50, effectivement la distance d'arrêt est doublée. Ok? Donc pour calculer la distance d'arrêt, on prend le chiffre des dizaines multiplié par lui-même. On peut aussi vous poser la question de savoir la distance parcourue pendant le temps de réaction. Donc là, c'est pareil, c'est un système mémotechnique. C'est pas aussi précis que le tableau que je vous ai mis avant, mais dans les questions de code, Monsieur Code, c'est le calcul qui vous demandera. Donc si je dois calculer la distance parcourue à 70 km/h, je vais prendre le 7 des dizaines multiplié par 3. Donc 3 fois 7, 21, ça veut dire que pendant le temps de réaction, j'aurai parcouru 21 mètres. Ok? Donc si vous devez le calculer, la distance d'arrêt parcourue pendant le temps de réaction, vous prenez le chiffre des dizaines que vous multipliez par 3,
Et si vous devez calculer la distance d'arrêt, donc globale, vous prenez le chiffre des dizaines multiplié par lui-même. Donc 7 x 7, 49. Ok? Donc quand je roule à 70 km/h au lieu de 50, la distance d'arrêt est doublée. Oui, on a fait le calcul, on a vu qu'effectivement la distance d'arrêt était bien doublée, donc réponse A. Question 10. Je commets un excès de vitesse de 52 km/h pendant la première année de ma période probatoire. Je risque un retrait de 6 points? Oui, réponse A. Non, réponse B. L'annulation de mon permis? Oui, réponse C. Non, réponse D. Allez, encore des points, toujours des points. Donc, je commets un excès de vitesse de 52 km/h pendant la première année de ma période probatoire. Donc, je risque un retrait de 6 points, oui. Et l'annulation de mon permis, oui, puisque la première année, vous n'avez que 6 points. Donc, comme vous avez que 6 points et que vous les avez perdus, et ben là, c'est terminé. Après, il faut être un peu zinzin pour que dans la première année, vous commettiez un excès de vitesse de 52 km/h. Là, c'est un excès de vitesse qui est quand même important. Donc, il faut y faire attention. Mais vous avez vu qu'avec les 3 questions précédentes, en gros, j'ai voulu vous montrer et vous faire rentrer dans la tête que dans la première année, on a 6 points. Et donc, il faut faire attention, que ce soit pour du téléphone, que ce soit pour de l'alcool, ou que ce soit pour un excès de vitesse. On perd très très vite son permis et il faut y faire attention. C'est un peu le sens des questions que vous allez retrouver à l'examen de code, puisque c'est sur ça que Monsieur Code veut vous sensibiliser. Donc voilà, c'était 10 questions un petit peu pièges, un peu particulières et un peu difficiles. J'espère que les explications que je vous ai données vous auront aidé et que ça vous permettra d'avoir votre code de la route. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec un thème qui sera encore différent. Merci à tous et à bientôt. Salut!